Salam alaikum. Merci beaucoup, cher ami, pour l'introduction et pour l'invitation à votre 4e congrès national. Et je dois dire combien je suis heureuse de retrouver mes amis, mes collègues autour de thèmes différents. Et je vous félicite pour la diversité des thèmes, notamment dans le programme. J'aime aussi surtout le slogan « La médecine de famille, un défi et surtout une solution pour l'avenir ». On doit militer pour ça et pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour les maladies chroniques aiguës et qu'elles soient vues par les médecins de famille. C'est vraiment mon opinion depuis toujours. On a aujourd'hui un thème qui est différent des thèmes qu'on propose d'habitude et je remercie le bureau d'avoir accepté. Puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse à la diabétologie, on s'intéresse à la lipidologie, dans tout ceci évolue dans le cadre d'un syndrome métabolique, et on oublie l'hyperuricémie qui pourtant fait partie du trio de maladies métaboliques dans le syndrome métabolique et qui a une prévalence qui est très fréquente, avec notamment à peu près 5 à 15% de la population adulte. Alors moi j'ai toujours des problèmes avec ça, voilà. On va laisser tomber. 5 à 15% de la population adulte, et à la différence des pathologies thyroïdiennes, on est plutôt chez les hommes. Pourquoi plutôt chez les hommes? Eh bien, ça va avec l'embonpoint. Alors, quand vous étiez à la faculté, vous avez appris très certainement les goutteux, les crises de gouttes. C'est souvent, et je dis bien souvent, des gros mangeurs, gros fumeurs, gros buveurs. C'est comme ça qu'on m'avait présenté le cours, je me rappelle, à la faculté. Et c'est pas très faux, puisque l'hyperuricémie est clairement liée à l'épidémie mondiale de l'obésité, d'abord, qui va conditionner les maladies métaboliques et le syndrome métabolique, plus de diabète, plus d'obésité, plus d'HTA, plus d'hyperuricémie. Et elle est également liée à un autre problème de santé publique mondiale, c'est l'alimentation et sa modification. Tout ce qui est aliments industriels notamment, mais aussi des aliments riches en purine, avec on va avoir une consommation excessive d'alcool, mais aussi de fructose, qui va être directement lié à cette hyperuricémie. Et je voudrais ici faire juste une pause pour rappeler que si le fructose est effectivement un sucre naturel qui n'augmente pas la glycémie de la même façon que le sucre, eh bien, en excès, ça peut conditionner d'autres types de problèmes et il ne faut pas se ruer sur le fructose lorsqu'on est diabétique ou lorsqu'on veut changer son alimentation sucrée. Alors, dans l'organisme, on sait que l'acide urique a plusieurs origines. D'abord, on va avoir une synthèse par le foie de tous les composés puriniques à partir de substances, comme vous le savez, qui ne sont pas des purines. On va dégrader les acides nucléiques, à la fois l'ADN et l'ARN. Et puis, on en retrouve aussi dans l'alimentation, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de l'uricémie dans le sang. Je n'ai pas encore parlé de la maladie, simplement une augmentation de l'uricémie dans le sang qui va être différente en fonction de la génétique du malade et en fonction de son alimentation. Quand on regarde l'acide urique, eh bien, on se rend compte que c'est le produit final de la voie métabolique des purines. Clairement, on va avoir une conversion de la xanthine, de la xanthine en acide urique qui va avoir lieu ici, et ceci grâce à la xanthine oxydase, qui est en fait une enzyme qui va se trouver essentiellement au niveau du foie et aussi dans l'intestin grêle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la synthèse des purines, elle va être essentielle pour tout l'organisme. On en a besoin. Donc, vivre sans purine n'est pas possible, mais lorsqu'on en aura beaucoup, par exemple, lorsqu'on aura une prolifération cellulaire comme la leucémie, eh bien, on va avoir cette augmentation de la synthèse de l'acide urique qui peut devenir délétère. Quand on regarde maintenant la régulation de l'acide urique par le rein, eh bien, on se rend compte que vous allez avoir beaucoup de situations où vous allez rechercher l'hyperuricémie et peut-être même la traiter, notamment l'insuffisance rénale chronique qui va entraîner une diminution de la filtration glomérulaire, mais aussi on va avoir l'utilisation notamment de faibles doses d'aspirine et d'intoxication au plomb qui peuvent interférer avec sa sécrétion, et puis tous ces médicaments que vous utilisez aussi, les diurétiques, les statines, les phénofibrates qui peuvent également influer sur l'excrétion de l'acide urique.
Et puis nous, les endocrinologues et les médecins qui s'intéressons à la diabétologie, on a découvert depuis 2016 les glyphosines. Les glyphosines antidiabétiques qui va entraîner une diurèse osmotique avec une excrétion de sodium et de glucose avec le cotransporteur ou SGLT2. Et cette diurèse osmotique va entraîner une libération également, une évacuation de l'acide urique. On a donc ces voies métaboliques qui sont diverses, mais aussi des traitements que vous connaissez beaucoup, comme par exemple l'allopurinol que vous utilisez, qui est un uricofrénateur. Il va empêcher, lui, la formation de l'acide urique. Il empêche donc sa formation en inhibant cette xanthine oxydase. C'est le mécanisme de l'allopurinol. Ainsi, il va diminuer à la fois l'uricémie et l'uraturie. On a un autre médicament présent au Maroc également depuis quelques mois ou 1 ou 2 ans, qui est le Febuxostat. Et le Febuxostat, lui, est en fait un dérivé de l'arylthiazole qui, lui, va avoir un effet thérapeutique qui va être différent parce qu'il diminue l'uricémie en inhibant aussi la xanthine oxydase, mais vous allez voir de façon sélective, ce qui fait que ça fait de ce médicament, le Febuxostat, un inhibiteur non pyrrhinique puissant et surtout sélectif. La grande question qu'on a aujourd'hui, c'est finalement, c'est quoi l'hyperuricémie? Est-ce que c'est simplement une augmentation de l'acide urique? Est-ce que c'est aussi une goutte? Est-ce qu'il y a des seuils par rapport à cet acide urique qui va en faire une maladie? On va également voir qu'est-ce qui est dangereux après avoir vu les causes, et puis chez qui je vais prescrire une uricémie et surtout comment je vais procéder pour la conduite à tenir. Donc, si je regarde d'abord ce que c'est que l'hyperuricémie, eh bien, je me rends compte que dans l'hyperuricémie, il y a clairement l'augmentation de l'acide urique qui peut nous donner des complications de gouttes, mais également de lithiase au niveau rénal. Beaucoup de lithiase risque de nous donner des néphropathies uriques aiguës et in fine de détruire notre rein et d'entraîner des néphroangioscléroses. Les premières descriptions de la goutte, notamment due à l'hyperuricémie symptomatique, donc je parle, eh bien, étaient très anciennes, hein, elles datent des années 1780, et décrivaient cette inflammation intense d'une ou de plusieurs articulations. Ce sont des douleurs qui sont souvent atroces avec ce qu'on appelle des crises de gouttes. Ça débute souvent au repos, pendant le sommeil, et on va avoir une articulation qui est chaude, gonflée, rouge, avec même des signes d'inflammation lorsque le malade va vous consulter. Et on aura également quelque chose qui est dangereux, c'est cette extension possible au niveau des tendons, mais également au niveau des bourses séreuses. Souvent, ça survient au niveau du gros orteil, mais il ne faut pas négliger que ces crises de gouttes peuvent aussi survenir dans les autres orteils, mais aussi au niveau des mains. Et on a parfois des surprises. La dernière fois, on a eu un patient qui avait une inflammation au niveau du genou. On n'avait pas du tout pensé à la goutte, personne n'a pensé à la goutte. Dès que le rhumato a fait la ponction, qu'est-ce qu'il est ressorti? Un liquide qui était blanc, cireux, et finalement, on s'est rendu compte que c'était dû à la goutte, et ces cristaux d'acide urique, finalement, risquent d'être délétères sur l'os, sur les tendons, et d'entraîner des complications. Donc, c'était pour l'hyperuricémie symptomatique. Celle-là, on n'a pas besoin de la chercher, le malade vous consulte directement, et la crise typique, c'est vraiment cette douleur nocturne qui réveille le malade et qui vous dit « je peux même pas, même mon drap, même s'il fait froid, même le drap me fait mal ». Ensuite, on va maintenant parler de l'hyperuricémie asymptomatique. A priori, la définition, quand on regarde dans les écrits, elle est simple. C'est une hyperuricémie qui est présente en l'absence de gouttes. Et on prend un cut-off de l'uricémie à 60 mg par litre dans les dernières recommandations. Maintenant, cette hyperuricémie asymptomatique et ce seuil, il est basé
bien entendu, sur un seuil de solubilité de l'urate de sodium dans le plasma, au-dessus de laquelle cet urate va cristalliser, parce que c'est la cristallisation de l'urate qui va entraîner les complications, et ceci est valable à la fois chez les hommes et chez les femmes. On va voir tout à l'heure chez qui on va prescrire l'acide urique, donc rechercher une hyperuricémie, mais d'abord, on va regarder quelles sont les causes. Pourquoi une personne va nous faire une hyperuricémie, on va dire primitive? Puisque l'hyperuricémie primitive, eh bien, elle rassemble 95% des cas, et les causes de ces hyperuricémies sont multiples. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'elles impliquent très fortement des facteurs génétiques. Et les facteurs génétiques, eh bien, vont conditionner, si le papa du patient avait des crises de gouttes, eh bien, votre patient a de forts risques de faire une crise de gouttes. Qu'est-ce qui va faire que les patients vont avoir une hyperuricémie? En dehors de la génétique, c'est vraiment cette hyperuricémie alimentaire. Je vais vous montrer tout de suite la teneur en acide urique des aliments qu'on consomme, mais également le jeûne prolongé et la prise de certains médicaments avec les phares qui sont avec les diurétiques thiazidiques que vous utilisez beaucoup, mais on a aussi les traitements de la tuberculose qui peuvent aussi entraîner une augmentation de l'acide urique. On a ensuite des maladies génétiques rares, comme la maladie de Leschnian, qui est en fait un déficit en l'enzyme hypoxanthine guanine phosphoribotransférase et qui va entraîner une augmentation de l'acide urique. Intéressons-nous maintenant à ce que nous mangeons. Est-ce qu'il y a beaucoup de purine, beaucoup d'acide urique dans nos aliments? Alors, au Maroc, on consomme pas tous les jours, on va dire, le riz de veau, mais les Marocains sont assez friands de sardines, de rognons de veau et également de tout ce qui est veau, poulet, etc., où vous voyez les teneurs sont beaucoup plus faibles dans l'alimentation habituelle. Et si on demande justement de ne pas manger les abats lorsque on a un risque d'hyperuricémie ou de crise de goutte, vous voyez avec moi que tout ce qui est foie, rognon, eh bien, on est quand même à 250 mg pour 100 grammes uniquement de foie, par exemple, ce qui va expliquer pourquoi est-ce que on va privilégier des viandes plutôt poulet et même des morceaux de viande non grasse de mouton ou de bœuf qui vont en contenir beaucoup moins. Quels sont les facteurs de risque maintenant? Pour qu'est-ce qui va faire qu'un patient va faire une hyperuricémie ou une crise de goutte et pas un autre? Eh bien, comme je vous l'ai dit en introduction, on retrouve surtout ceci chez des patients de sexe masculin, souvent après 40 ans, volontiers obèses, avec un antécédent familial et des patients qui souvent vont avoir un abus d'alcool. Et dès lors que la crise de goutte démarre, on demande est-ce que vous avez bu de l'alcool dans les 48 heures précédentes? La réponse est souvent oui. Avec des patients qui vont faire forcément une goutte primaire avec une hyperuricémie à cause d'une insuffisance rénale et qui peut être conditionnée par l'hypertension. Ensuite, on va avoir une insuffisance rénale chronique qui va conditionner une hyperuricémie secondaire et tous les états de déshydratation. C'est pour ça qu'on a ce risque, notamment lorsqu'on va faire une hyperosmolarité chez des patients diabétiques, eh bien, on se retrouve avec une déshydratation et un acide urique qui s'élève. Et on aura également des hyperuricémies secondaires à cause des intoxications au plomb, mais aussi tout ce qui est psoriasis, prééclampsie et hémopathie chronique traitée. Donc là, ce sont des situations où on s'attend à avoir une hyperuricémie. Maintenant, quand je suis médecin généraliste, dans quelle situation est-ce que je vais prescrire l'acide urique? Est-ce que je le prescris à tous les hommes de plus de 40 ans? Est-ce que je le prescris à tous les obèses? Est-ce que je dois le prescrire chez le diabétique? Eh bien, il faut savoir chez qui, justement, on va le prescrire. Et le premier chez qui vous allez prescrire l'acide urique et vous allez retrouver une hyperuricémie, c'est le patient goutteux. Le patient qui a la goutte, clairement, c'est facile. Ensuite, le patient obèse. Et j'ai pas mis le diabétique, puisque c'est le patient obèse diabétique ou l'obèse non diabétique, on peut étendre au prédiabétique.
Également, les patients qui vont avoir une insuffisance rénale, et vous savez bien que nos collègues et amis néphrologues sont toujours à la recherche de l'hyperuricémie secondaire à l'insuffisance rénale et vont la traiter volontiers. Les patients qui vont présenter une hémopathie, là aussi, elle est recherchée par les amis hématologues. Et enfin, je voudrais rappeler que les lithiases ne sont pas toutes des lithiases calciques. Et on se retrouve souvent, on en a eu dernièrement, avec des patients qui ont eu plusieurs lithiases, un bilan phosphocalcique tout à fait impeccable, et ils ont oublié de prescrire l'acide urique. Et in fine, on se retrouve avec des patients qui ont des reins qui se sclérosent à cause de cette hyperuricémie qui va être chronique. Les transplantés, insuffisants cardiaques, hypertendus également. Et puis le patient âgé, le mécanisme principal, c'est la déshydratation. La grande question, c'est est-ce que maintenant que j'ai une hyperuricémie, est-ce que c'est dangereux? Si c'est symptomatique, la réponse est facile. On peut faire des crises de gouttes, déjà c'est douloureux. Ensuite, c'est dangereux au niveau de l'articulation, au niveau de l'os, mais on a aussi les complications rénales. Ce qui est intéressant, c'est de regarder est-ce que je vais me concentrer sur cette hyperuricémie asymptomatique, c'est-à-dire à chaque fois que l'acide urique dépasse 60 mg. Eh bien, je dois dire qu'il y a vraiment des discordances dans les études. Et quand on regarde les liens entre hyperuricémie et les comorbidités, que ce soit cardiométabolique et rénale, on se retrouve devant des discordances des études. Et il faut garder à l'esprit que cette hyperuricémie, plus elle va avoir elle va se situer chez des patients qui ont d'autres maladies métaboliques, notamment l'HTA, le diabète, bien entendu des patients obèses, eh bien plus l'hyperuricémie asymptomatique s'est retrouvée corrélée à des complications derrière. Maintenant, chez tout ceci, bien entendu, vous avez retrouvé vos patients, hein, je ne vais pas vous poser la question des patients. Vous avez retrouvé ces patients ici en jaune qui sont les patients de la médecine générale, chez qui vous allez prescrire cet acide urique avec la nécessité de la surveiller. Si elle existe, on la traite. Pour la symptomatique, on la traite et on la surveille. Si vous vous retrouvez avec une hyperuricémie, vous devez donner les mêmes conseils hygiéno-diététiques, notamment aux patients, qu'un patient goutteux, et ne pas oublier de contrôler l'acide urique après 1 an. La conduite à tenir maintenant. D'abord, c'est une conduite à tenir qu'on devrait tous avoir, même si on n'a pas d'acide urique élevé, parce que il faut qu'on puisse réduire les aliments riches en purine. Alors moi j'aime beaucoup les Eid, comme tout musulman, comme tout Marocain qui va avoir cette occasion de se retrouver en famille et de célébrer également et de se recueillir. Mais il faut faire attention réellement parce que je rigolais avec ma maman qui pour les Eid commandait 2 kebda en plus de le kebda du mouton. Et un jour, je lui dis, maman, mais c'est vrai, c'est très bon, parce qu'on est habitué à manger des brochettes de kebda, donc voilà. Et quelqu'un dans la famille a fait une crise de goutte. Et à ce moment-là, je leur ai dit, il faut commencer à réfléchir. La crise de goutte est venue juste après l'Eid, comme beaucoup de patients que vous voyez très certainement, beaucoup plus que moi. Moi, c'était par hasard quelqu'un de ma famille. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont commencé à revenir en arrière. Et au lieu d'avoir chacun 2 brochettes, ben on se retrouvait chacun avec 2 morceaux parce qu'on a arrêté d'acheter ce foie ou cette quantité de foie en plus qui fait cette célébration. Donc attention, il faut que nous puissions tous avoir une alimentation qui soit équilibrée et augmenter également chez les patients le débit urinaire et on peut même alcaliniser les urines des patients et on évite les facteurs favorisants. Alors, on a parlé du foie, mais il ne faut pas oublier également que pendant justement l'Aïd, on va manger tout ce qui est cœur, langue, cervelle, etc. et qu'il faut éviter lorsqu'on va avoir une hyperuricémie. Je voudrais m'arrêter ici parce que au Maroc, on a de plus en plus de charcuterie halal. Charcuterie halal de supermarché, charcuterie halal des épiceries fines. Il faut faire attention parce que toute viande séchée, fumée ou charcuterie, eh bien, va contenir beaucoup plus de purine, donc qui va être beaucoup plus dangereuse chez ces patients que les autres. Mais également ces espèces de cubes, je vais pas donner le nom commercial que vous connaissez tous, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Moi, j'en achète pas, qui sont simplement des déchets
les cubes de légumes, là, les bouillons cubes de légumes qu'on achète, j'espère que dans la salle, vous n'en consommez pas, eh bien, il n'y a rien de bénéfique dedans, que du gras, des extraits de viande qui sont des déchets en fait de viande, et par contre qui contiennent beaucoup d'acide urique. Enfin, les poissons, vous les connaissez. Au Maroc, c'est surtout la sardine et l'anchois sur lesquels je vais revenir, mais aussi le saumon. Et puis, ne pas oublier que lorsqu'on va avoir un patient qui ne consomme pas d'alcool, tant mieux, mais à ce moment-là, attention au fructose dans les fruits et les jus de fruits lorsqu'ils sont pris par excès. Ce qui fait que tous ces aliments sont à éviter. Et je vais maintenant vous proposer un cas clinique d'un patient qui nous avait consulté, qui a 63 ans, avec, je vais interpréter directement, 63 ans, donc jeune, un tour de taille de 98 cm qui va conditionner une obésité abdominale, et donc un syndrome métabolique qu'on va voir, un IMC de surpoids avec 28 kg par mètre carré, qui, dans ses antécédents, a déjà eu quelques petites douleurs au niveau de l'orteil et qui sont parties, et qui se retrouve avec, pareil, des douleurs insomniantes. Et c'est un patient qui est venu à l'hôpital, aux urgences, et qui a été vu par erreur par une endocrino. Je dis par erreur parce que d'habitude, ils ne nous appellent pas pour ce genre de patient. Je vais dire tant mieux, parce qu'en fait, vous voyez que dans son traitement, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un diurétique thiazidique, et que dans l'ordonnance qui a été faite ensuite par l'interne, ils ont oublié de revenir et de revoir l'indication propre de ces diurétiques thiazidiques. Il faut peser le rapport bénéfice-risque entre maintenir le traitement et surtout à ce moment-là, et ne pas le maintenir ou le changer devant cette situation, avec des chiffres de pression artérielle qui étaient quand même élevés. Mais aujourd'hui, vous savez que la pression artérielle en consultation, elle n'a plus vraiment d'utilité. On se rend compte qu'on a beaucoup de pression fausse et faussement élevée en consultation, et on va dire ici pas de température. Alors, on a effectué l'acide urique, on a cherché l'acide urique, également la VS, on a recherché les autres maladies métaboliques, notamment le diabète, la dyslipidémie, mais aussi recherché une insuffisance rénale. Et c'est un patient chez qui cette crise de goutte allait être traitée comme tout accès goutteux. Et cet accès goutteux, eh bien, on le traite par colchicine. On peut utiliser ensuite des AINS ou des corticoïdes, ou les rhumatos souvent vont faire des aspirations pour des patients qui ont des grosses douleurs avec une grosse inflammation. Ça aide beaucoup, il ne faut pas croire, ça aide beaucoup, et ça permet de préserver l'articulation. Et puis par la suite, il va falloir absolument faire la prévention des récidives. On se retrouve à traiter soit par allopurinol, comme je vous ai dit, soit en Febuxostat. Et dans le Vidal, on nous dit, dans le Febuxostat, si jamais on est en échec notamment de l'allopurinol, je dois dire que de plus en plus, on l'utilise aussi en première intention. Le laboratoire est dans les parages, c'est pas un simple, mais intéressez-vous aussi à cette molécule qui va vous aider dans la prise en charge de l'uricémie, et dans le temps, vous allez ensuite surveiller uniquement 1 à 2 fois par an. Qu'est-ce qu'on a dit à ce patient? On lui a d'abord conseillé de perdre du poids. Ensuite, on lui a demandé de boire au moins 2 litres d'eau par jour. On a essayé de lui faire éviter l'alcool, et bien entendu, on a parlé des aliments riches en purine et des boissons sucrées à base de fructose qui peuvent être délétères. Et je voulais vous montrer ici la différence entre les deux médicaments, qui tous les deux vont inhiber la xanthinoxydase, mais de façon beaucoup plus sélective lorsque on va utiliser le Febuxostat, avec une excrétion qui est à la fois hépatique et rénale, et qui peut être intéressante lorsqu'on va avoir des patients insuffisants rénaux, justement, qui ont une hyperuricémie, chez qui on doit baisser cet acide urique. Eh bien, ça fait un avantage par rapport à cette molécule qui est venue un peu plus récemment. Je ne reviens pas sur la structure chimique. Rappelez-vous seulement que lorsqu'on utilise le Febuxostat, à la différence de l'allopurinol, eh bien, on n'a pas d'ajustement posologique lorsqu'on va faire une insuffisance rénale, ce qui fait que nous, on commence à l'utiliser dans le service un peu plus de ce fait, puisque la plupart de nos patients sont insuffisants rénaux. Maintenant, traiter la crise de goutte, vous le saviez, peut-être que vous avez aussi été visité par le laboratoire qui commercialise le Febuxostat. Maintenant, qu'est-ce que je fais devant tous ces malades, et vous en avez beaucoup, qui vont avoir une hyperuricémie sur le bilan,
mais aucun signe clinique. Pas de douleur lithiasique, pas de douleur au niveau du gros orteil, et c'était un des candidats à la prescription de l'acide urique, et vous avez trouvé cette hyperuricémie. D'abord, on va identifier les causes et tous les facteurs, on va dire, favorisants, modifiables, d'hygiène de vie, de perte de poids, d'alcool, de consommation de fructose, etc. On va ensuite chercher s'il y a une cause à cette hyperuricémie parmi celles qu'on a regardées ou des facteurs de risque, notamment les comorbidités, en recherchant l'obésité abdominale, la pression artérielle élevée. Et on va ensuite adapter les traitements, notamment les diurétiques thiazidiques. Ensuite, on va également, surtout chez des malades qui sont un peu âgés et qui ont des difficultés dans certaines articulations et pas dans d'autres, on peut même arriver à rechercher par l'examen clinique et même l'échographie les dépôts du rat tissulaire avec une surveillance régulière à la fois de l'acide urique, mais aussi de l'uricémie, mais aussi de la fonction rénale avec les autres bilans associés. Et puis, une fois qu'on aura regardé bien sûr le pH urinaire, n'oubliez pas qu'on veut alcaliniser les urines, eh bien la grande question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traite ou je traite pas? C'est là que j'adore la médecine, moi. Parce qu'il y en a qui vont me dire je traite. Et je vais leur dire vous avez raison. Et il y en a qui vont me dire je traite pas. Eh bien je vais leur dire vous avez aussi raison. Maintenant, on n'a pas encore d'evidence-based qui me dit que on a un traitement qui va avoir un niveau de preuve 1A par rapport aux études contrôlées randomisées pour mettre en place les traitements. Ce qui est sûr, c'est que dans les études, à chaque fois que les traitements ont été utilisés, l'argument, c'était pour éviter le passage vers une goutte symptomatique. Mais surtout, pour éviter les dégâts structuraux et notamment les érosions qu'on peut retrouver, qu'ils ont fait au niveau des différentes radios dans les études, et qui ont quand même retrouvé qu'un patient qui avait pas de signes cliniques évidents pouvait avoir au niveau osseux, notamment et ligamentaire, des érosions. Enfin, rappelez que on va avoir une inflammation, même si elle est de bas grade, et que ça peut aider lorsque l'acide urique est diminué. Et puis, on va également considérer que la goutte, c'est pas uniquement la goutte classique typique qu'on a appris à la faculté, et que on peut avoir de la présence de ces dépôts d'urate qui sont complètement indépendants de la clinique. Enfin, il y a eu certaines études qui ont démontré une diminution de la mortalité avec l'allopurinol et qui n'ont pas été faites avec l'autre traitement, qui pourrait être plutôt dans le versant pour. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais simplement observer ces patients? Pour ceux qui m'auraient dit, je préfère pêcher par défaut. Ceux qui pêchent par excès, c'est vraiment pour éviter les crises de gouttes, mais surtout les modifications structurales. Ceux qui sont contre vont me dire, de toute façon, un patient sur deux ne va pas développer de complications. Je ne peux pas dire non. Un patient sur deux risque, un patient sur deux ne risque pas. Et aujourd'hui, je n'ai aucun moyen d'identifier quels sont ces malades. Ensuite, c'est vrai qu'on peut avoir des patients qui ne vont pas avoir d'inflammation à l'échographie. Est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser l'échographie à chaque fois pour chercher une inflammation? La réponse était non. Est-ce qu'on va faire une imagerie pour tous? La réponse était non. Et enfin, on a aussi d'autres études, c'est ça qui est drôle en médecine, qui ont démontré une augmentation de la mortalité avec l'allopurinol. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit on a diminué la mortalité avec des études, eh bien on a augmenté la mortalité avec d'autres études. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque notamment, eh bien il reste incertain. Mais que lorsque je vais terminer sur ça pour laisser de la place à la discussion. Lorsque vous allez avoir un patient qui a une hyperuricémie, eh bien, à chaque fois qu'on va avoir un accès goutteux, des lésions radiographiques, même si le patient n'a pas de douleur, des antécédents de lithiase et également des patients qui sont perdus de vue, les traitements hyperuricémiants doivent être proposés, donc les hypouricémiants. Bien entendu, toujours vérifier par rapport au rein. Et puis, ces patients qui vont avoir des antécédents familiaux, c'est sur ça que je voudrais revenir. Vous avez un patient dont le papa a déjà fait des crises de gouttes ou qui a fait déjà des problèmes rénaux relatifs à une hyperuricémie. Ceux-là, en consultation, dès qu'ils augmentent 2 fois l'acide urique par rapport à la valeur normale, je les traite. Je les traite en me disant, vu que c'est génétique, on sait que c'est génétique, on sait que la diététique, elle est faite
plus ou moins. Les patients peuvent aussi avoir plus de facteurs de risque de développer les complications. Je les traite plus facilement. Là où je ne vais pas traiter, ça c'est mon expérience, ça c'est ce que je fais moi, vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, c'est à vous de juger. Eh bien, ceux qui n'auront pas d'antécédents familiaux, ceux qui n'auront pas beaucoup d'autres facteurs de risque, c'est-à-dire j'ai l'obésité, mais c'est tout. J'ai pas de diabète, j'ai pas d'HTA, j'ai rien d'autre associé, j'ai pas de médicaments associés, eh bien, je ne vais peut-être pas privilégier ce traitement. Par contre, je vais inciter le malade à perdre du poids, à manger sainement et à revenir au moins une fois par an pour rechercher les maladies métaboliques, dont l'hyperuricémie. Tous les patients diabétiques qui présentent une hyperuricémie chez nous pendant au moins sur 2 bilans, eh bien, on est très facilement enclin à les traiter avec des posologies initiales, comme vous voyez, pas très élevées, 100 mg pour l'allopurinol et pour le Febuxostat 40 mg. Ça peut vous aider dans votre consultation comme orientation. Maintenant, le plus important, c'est le dépistage, parce que le dépistage va ensuite peut-être changer votre interrogatoire. Et une fois que vous aurez dépisté, vous allez peut-être rappeler au malade qu'un jour, il a fait des douleurs au niveau rénal et notamment des calculs rénaux. Je trouve que c'est très banalisé chez nous. Je suis pas de néphro ici, je pense pas. Mais les calculs rénaux sont très banalisés chez nous. Les douleurs, ils les ont une fois et ensuite ils disent ça y est, c'est passé. Et quand c'est passé, ils ne consultent pas. Et on se retrouve avec des dégâts pour la vie qui auraient pu être prévenus si le patient avait été traité. Merci beaucoup et j'espère que vous pourrez partager avec moi vos habitudes, mais aussi vos questions. Merci beaucoup, professeur Laraqi, pour cette mise au point et pour le respect du temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup, professeur Laraqi. Merci, mon ami. S'il vous plaît, pour la durée du traitement, lorsqu'on commence, dans le cas d'une goutte, un traitement de la crise et en même temps un hyperuricémie. Donc, ma question, c'est la durée du traitement. On continue, ou là, une fois il n'y a pas de douleur, on arrête, ou c'est le bilan qui nous oriente? Merci. Alors, merci beaucoup, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on a, c'est le traitement de la crise aiguë avec la colchicine. Vous allez aller progressivement et diminuer progressivement en fonction notamment des symptômes du patient. Mais lorsque il aura une deuxième crise, si c'est un goutteux, il a une deuxième crise de goutte, le traitement, habituellement, il va être à vie. De la même façon que lorsque vous prenez la décision de traiter une hyperuricémie asymptomatique, eh bien là aussi, il faut peser le pour et le contre. Parce que lorsque vous la mettez en place, c'est normalement à vie. Et si c'est à vie, eh bien là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir des arguments pour dire que ce patient va potentiellement faire les complications. Ça reste une maladie métabolique qui est due à une enzyme et du coup, si vous arrêtez les traitements, tout revient derrière. Comme vous expliquez aux malades que l'hypertension c'est à vie, le diabète, le traitement est à vie, eh bien c'est la même chose pour l'acide urique. Je voudrais quand même rappeler aujourd'hui que si le patient perd, on va dire 10% du poids du corps, souvent, eh bien, les maladies métaboliques vont diminuer, parfois même à 15% disparaître. Mais je ne sais pas vous, mais j'ai très peu de patients qui arrivent à perdre 15% du poids du corps et qui arrivent ensuite à ne plus les reprendre. Ceci est très important à rappeler. On est tous gourmands. C'est très difficile de maintenir au long terme ceci. C'est possible, il faut beaucoup de motivation et dans ces cas-là, peut-être que oui, on va penser à arrêter les traitements, mais il arrêtera sûrement en perdant 15% du poids du corps tous les traitements qu'il prend pour les maladies métaboliques. Il y a une autre question ? Merci, professeur. S'il vous plaît, au cours d'une déshydratation, est-ce que cette hyperuricémie, c'est pas juste le biais d'une hémoconcentration? Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit, on va la rechercher, on va la trouver lorsqu'on va avoir une déshydratation, mais là, lorsqu'on a trouvé la cause, on va pas la traiter. On va d'abord traiter la cause qui est la réhydratation et ensuite on va regarder si elle perdure. Ce qui est dangereux, c'est cette hyperuricémie de la déshydratation qui va entraîner des cristaux au niveau des reins très rapidement et qui va contribuer à la dégradation de la fonction rénale. Donc,
les traitements qui entraînent une déshydratation, qui sont dangereux en cas de déshydratation, notamment chez le sujet âgé, eh bien, doit nous faire réfléchir. Je vais faire un topo du diabète du sujet âgé, je crois la semaine prochaine, ici aussi, je crois dans le même hôtel. Il faut vraiment faire attention parce que la déshydratation va complètement perturber le bilan. Ça ne veut pas dire qu'on va la traiter. C'est pour ça que il faut rechercher les causes de cette hyperuricémie asymptomatique et bien entendu ne pas traiter tout le monde. Merci beaucoup pour la question. Merci professeur et le comité d'organisation pour le choix de ce sujet, car ça n'a jamais été traité dans les antécédents. Dans les congrès antérieurs. Ma question, c'est le traitement hypouricémiant en cas d'antécédent de lithiase rénale. Est-ce que uniquement pour les lithiases héparatiques ou tout type de lithiase? Merci. Merci beaucoup. C'est uniquement pour les lithiases uratiques. Alors, si jamais vous vous retrouvez avec un patient qui a fait plusieurs fois des lithiases rénales et que vous n'avez pas réussi à retrouver, qui n'a pas gardé justement ces lithiases, vous n'avez pas réussi à les récupérer pour faire l'étude et regarder si c'est plutôt des dépôts calciques ou des dépôts d'acide urique, eh bien, ça va être uniquement votre bilan biologique qui va être en faveur. Et à ce moment-là, vous allez être plutôt enclin à le traiter. Un patient qui a des lithiases rénales à répétition, chez qui on n'a jamais pu avoir l'étude anapathe du caillou, eh bien, vous allez à ce moment-là, si l'hyperuricémie perdure et notamment dépasse 60 voire 80, vous allez les traiter à ce moment-là comme des lithiases d'acide urique, mais vous ne traitez pas les lithiases calciques avec le même traitement. Merci beaucoup. Dernière question. Alors, s'il n'y a pas une question dans la salle, moi j'ai une question. Merci, professeur. S'il vous plaît, comment alcaliniser les urines et quelle est la quantité d'eau qu'on doit boire pour ne pas avoir ce problème? Alors, c'est une très bonne question. Lorsqu'on va, je ne peux pas donner les marques d'eau, mais il y a une eau minérale plutôt alcaline qui, une, est très chère parce qu'elle est française et vous la connaissez tous, oui, je l'entends dans la salle. L'autre est un peu moins chère, elle existe au Maroc, je la dirai aussi tout à l'heure. Elle est plus alcaline, elle a un goût particulier. Comme ça, c'est la seule qui a un goût particulier qui va être proposée et on va demander aux patients de dépasser 2 litres par jour. Dans ces cas-là, ça va aider en fait. Ça va aider à l'élimination de cet acide urique et à ce qu'il y ait moins de dépôts au niveau du rein, mais aussi au niveau des articulations. Merci beaucoup. La dernière question. Merci Abdelhani. Merci Madame Al-Araqi pour votre partage. Ma question est la suivante. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ces patients qui ont des taux d'uricémie pas très élevés, c'est-à-dire dans les 70, 65, 75, et qui ont des petits symptômes comme ça, des picotements, des petites douleurs tendineuses qui ne trouvent pas d'explication et qui, par la suite, répondent très bien au traitement des crises de gouttes. C'est une hyper bonne remarque. Et effectivement, même si le taux n'est pas forcément corrélé à la clinique. Donc, si la crise de goutte, c'est aigu, ça fait du bruit, il y a beaucoup de patients qui ont des petites douleurs, notamment des picotements, comme tu as très bien décrit, et qui peuvent être secondaires à cette hyperuricémie. Il faut pas hésiter à les traiter parce que là, du coup, la goutte n'est plus asymptomatique, elle devient symptomatique et ça va être des picotements au début. Si tu traites pas, tu vas avoir une crise de goutte. Donc, tu as tout à fait raison. Il faut traiter à ce moment-là les patients et même ces picotements diminuent. Je viens de voir un patient hier, un réanimateur qui était très dérangé par ces picotements, qui a beaucoup hésité à prendre le traitement parce qu'il avait 68 ou 70 d'uricémie et au bout d'un mois me rappelle en me disant c'est magnifique, je n'ai plus de picotements, mais comme je lui avais expliqué à l'époque, c'est considéré comme une hyperuricémie symptomatique. Merci pour la question, en tout cas la proposition. Merci beaucoup, professeur Al-Araqi. Merci pour votre générosité.